Comment un enfant d'une famille modeste a-t-il pu réussir l'impossible en sautant de la tour Eiffel en roller? Alors que toi, tu ne sais même pas faire du roller en ligne droite, lui, il saute du premier étage de la tour Eiffel pour atterrir dans une méga rampe. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Ty Chris, l'homme qui a risqué sa vie pour sa passion. Et toi, jusqu'où irais-tu pour ta passion? On va donc parler de lui. Tout d'abord, qui est cet homme? Donc, il s'appelle Ty Chris, il est né le 27 juillet 1975 à Alger. Il n'est pas français, il est issu d'un père algérien et d'une mère grecque. À l'âge de 4 ans, il rejoint la France. Il n'a pas eu une enfance comme les autres, c'est-à-dire qu'il n'est pas allé à l'école, ses parents lui ont laissé le choix. Soit tu vas à l'école, soit tu n'y vas pas. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'éducation. Ils ont donc décidé, lui et son frère, de ne pas aller à l'école, et leurs parents les ont éduqués. Et ils leur ont éduqué une grande valeur, la détermination et la passion. La passion de faire quelque chose qu'on aime. Ça, tu vas voir, ça va être assez important. Parce que quand Ty Chris fait quelque chose, il le fait à 1000%. Et j'ai plein d'exemples. Il a commencé le tennis pendant 4 ans. Il en faisait 7 heures par jour. Bah oui, il va pas à l'école, donc il peut faire ça autant qu'il veut. Il a été classé 15-5. Alors honnêtement, j'y connais rien, mais il me semble que c'est bien. Il n'arrivait pas à passer pro, donc il a arrêté. À côté de ça, il s'est aussi lancé dans la magie. Il est devenu magicien professionnel en faisant des spectacles pendant 2 ans. Et en même temps, dès qu'ils sont arrivés en France, il a découvert quelque chose, le roller. Il a découvert le roller au Trocadéro à Paris. Il appellera le Trocadéro son école de la vie. Donc c'est ici que tout commence. À partir de ses 15 ans, il a le déclic et il va décider de s'acharner à fond sur le roller. Pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que c'est que le roller qu'il fait, c'est du roller agressif. J'ai une vidéo qui parle de l'histoire du roller agressif en haut à droite si ça t'intéresse. Dites-vous que dans sa carrière de sportif, il va remporter plus de 75 compétitions. C'est l'athlète le plus titré de tous les sports extrêmes. Il a gagné 3 fois les championnats du monde ainsi que les X Games. En gros, c'est un très grand sportif. Il adore ce qu'il fait et pour lui, le roller, c'est sa passion. Mais il va pas se restreindre là. Au fur et à mesure des années, étant le meilleur dans sa discipline, il va avoir beaucoup de sponsors. Il va être sponsorisé par SFR, par M6, par le Club Med et ainsi que Rollerblade, une des grandes marques du roller agressif. Mais il s'arrête pas au roller en fait. En 2006, il crée sa société de papeterie pour enfants. Et en parallèle, il se lance dans la télé en tant que présentateur sur France 3. Puis c'est chez W9 qu'il va continuer d'exercer ce métier. Donc maintenant que tu connais un peu le personnage, tu peux comprendre que quand il fait quelque chose, il le fait à 100% et il touche à tout. Mais maintenant, laisse-moi te parler de sa performance inhumaine sur la tour Eiffel. C'est le grand jour, devant des milliers de personnes, il va effectuer son saut dans le vide. Mais avant de vous montrer ce moment, pourquoi la tour Eiffel? Mais comment est-ce que ça lui est venu à l'idée? En vrai, c'était pas sa première idée. Il était qu'un ami à Chamonix, il parlait du record de Danny Way, qui en 2005 a sauté de la muraille de Chine en skateboard. Il voulait faire quelque chose de similaire, qui marquerait son sport à jamais, et qui toucherait un grand public. Mais pourquoi est-ce qu'il voulait toucher autant de personnes? C'est parce que le roller était en plein déclin. Le roller étant un sport de mode, il commençait à s'essouffler. Il devenait petit à petit un sport oublié. Ne voulant pas partir avec son sport, décide de marquer l'histoire en faisant un événement que personne n'a jamais vu. Avec son pote du coup à Chamonix, ils ont eu l'idée. Sauter au-dessus de la Seine, d'un bras à l'autre devant Notre-Dame. Et son objectif, c'est de réaliser cet événement avant la fin de ses sponsors, parce qu'il pense ensuite ne plus être pris par ses sponsors vu que le roller est en pleine chute. Donc pendant des mois et des mois, il va monter un dossier pour le présenter aux institutions de Paris. Parce que oui, quand on veut privatiser un boulevard, une partie de la Seine, ainsi que Sacré-Cœur, il faut beaucoup d'autorisation. Et ça, on va le voir, ça va être un gros problème pour tous les projets. Il montre le dossier au maire, le maire lui dit tout simplement non. Parce qu'en fait, il connaît bien le maire, mais le maire lui dit que le Sacré-Cœur est classé monument historique et qu'on ne peut pas diffuser de locaux dessus. Et deuxièmement, on ne peut pas couper la circulation pour faire l'événement sur un des plus grands boulevards de Paris. Donc là, il réfléchit, il se dit que ce projet, c'est pas possible. Mais il veut quand même continuer et faire un événement qui va marquer l'histoire. C'est pour ça qu'il va penser à un deuxième saut, un saut en longueur où il va atterrir sur le Champ de Mars. Mais il monte un dossier et rebelote, impossible. Il n'a pas les autorisations, ce n'est pas possible, on ne peut pas toucher au Champ de Mars. Quand il a appris la nouvelle, il discute un petit peu avec le maire et le maire lui dit pourquoi est-ce que tu sauterais pas de la tour Eiffel? Le déclic, Ty réfléchit et oui, en fait, le problème du Champ de Mars peut être résolu. Si il saute en hauteur et qu'il atterrit dans une rampe, il aurait encore 16 mètres pour ralentir. Ça serait donc parfait pour lui. Pendant plus d'1 an, il va se batailler avec les institutions pour obtenir les autorisations nécessaires. Et c'est bon, il a toutes les autorisations. Il peut faire ce saut. Mais maintenant, il reste un gros problème. Je vous rappelle que le roller est en perte de vitesse, il n'y a plus trop de personnes qui veulent investir dessus. Et là, le coût estimé pour ce saut, c'est 1,2 million d'euros. Donc il doit trouver 1,2 million d'euros et très rapidement parce que le saut a lieu fin mai et là on est en début d'année. Et oui, il n'a que quelques mois pour trouver le budget et promouvoir son événement. Et en plus, il y a SFR qui va le lâcher, il le suivait pour les 2 anciens projets, ils étaient chauds de mettre de l'argent, sauf que là c'est plus possible, Ty Chris les a trop fait attendre, donc ils vont investir dans un autre sport qui est le football pour la Coupe du Monde, rien à voir. Pour faire son projet de sauter de 10 mètres de haut pour atterrir dans une rampe de 30 mètres, il va demander directement là où il travaille, vu qu'il travaille chez W9, je vous rappelle, il va demander à M6
M6 parce que W9 c'est une filiale d'M6. M6 est d'accord de sponsoriser, mais à plusieurs conditions. Premièrement, le saut devra s'appeler le M6 Mobile Mega Jump, pas de souci. Et ensuite, ça devra pas être juste un saut, il faudra qu'en fait ça soit un événement sur plusieurs jours. Ça va être un événement d'initiation, d'animation des sports extrêmes en général, pendant 3 jours. Il y a un gros sponsor, mais ça suffit pas à remplir le budget. Il va donc discuter avec Red Bull. Red Bull, vous connaissez bien sûr. Quand on parle record du monde, on pense bien évidemment à Red Bull avec tous ses athlètes, tous ses sportifs. Sauf que Red Bull, ils n'ont jamais sponsorisé un athlète en roller. Et ils ont pas trop envie de le faire. Donc ça, c'est un problème. Donc Tag, en fait, il arrive à leur vendre l'événement, la Tour Eiffel. Donc Red Bull le sponsorise personnellement, juste pour la Tour Eiffel. C'est pas vraiment pour le roller, c'est pour la Tour Eiffel. Ça sera la première et la dernière fois qu'un athlète de roller sera sponsorisé par Red Bull. Pour le budget, c'est réglé. Il y a d'autres entreprises qui se sont rajoutées, des amis à lui, Rollerblade et pas mal d'autres entreprises. Faut savoir quand même que pour le budget, ils ont baissé le coût estimé en enlevant un petit peu de rentabilité et c'est Tycryx qui a avancé les derniers euros, environ 150 000 euros avec son pote. Bon, maintenant, on a le budget, on a l'événement, on a la date, on a le lieu. Il reste quand même un truc primordial. Comment faire pour que tout le monde vienne et regarde ce saut? Y a pas de problème, c'est déjà réglé. Il va participer à Koh-Lanta. Et en plus de ça, le dernier épisode de Koh-Lanta aura lieu le 22 mai, soit une semaine avant son record. Le meilleur coup de promotion qu'on peut faire. L'émission la plus regardée à cette époque, c'est Koh-Lanta. Maintenant, il reste un problème. On va promouvoir son saut, son événement, chez TF1, alors que l'événement s'appelle M6 Mobile Mega Jump. Déjà, il va y avoir des problèmes juridiques, et ensuite, la colère de TF1. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas de soucis, il doit juste prouver qu'en fait, l'événement vient de lui et pas de M6, pour que ça soit pas considéré comme de la publicité dissimulée. Chose qui est faite assez rapidement, ça fait plus d'1 an qu'il bosse sur le dossier. Comme je vous ai dit avant, initialement, ça devait être SFR qui travaille dessus, donc là, il n'y a pas de problème, ça passe. Le 1er avril 2010, c'est plus de 80 personnes qui commencent à travailler sur ce projet. Que ça soit pour la conception des rampes, pour l'organisation, pour la promotion, tout le monde se réunit pour bosser sur son projet. Malheureusement, Tyke se penche sur le dernier problème. Comment tu ralentis sur 16 mètres après un saut où tu as atteint 100 km/h? Pour ça, ils réfléchissent avec son équipe et ils décident de mettre au point un airbag. Le problème, c'est qu'il en faut un énorme, avec une technologie spéciale pour absorber le choc. Il n'y a pas de problème, avec son équipe, il bosse dessus et l'airbag est créé. Maintenant, il faut le tester. Rendez-vous au circuit automobile de Montlhéry pour le premier test. Il va donc se faire tracter par une voiture à plus de 100 km/h sur des rollers et il doit foncer dans l'airbag. Alors bien sûr, au début, il va pas réussir tout de suite à foncer dans l'airbag et il va dévier sa trajectoire. Parce que là, c'est quand même un instinct de survie. On vous demande de foncer droit dans un mur. C'est la même chose, c'est tout pareil. Au bout de plusieurs tentatives, il se motive et il y va. 100 km/h et c'est KO. Il met 20 minutes à 100 mètres et c'est trop tard, il peut plus s'entraîner, il doit attendre l'installation à la Tour Eiffel. Donc là, c'est le stress un petit peu, il sait pas s'il va réussir en fait à pouvoir absorber le choc. Après 3 semaines d'installation, le module est prêt. On parle bien de la plus grande méga rampe du monde, 30 mètres de haut, à côté de la Tour Eiffel et un énorme airbag. Le saut final, il doit se faire à une dizaine de mètres au-dessus de la rampe. Donc pour s'entraîner, il passe à 5-6 mètres et il saute dans la méga rampe en fonçant dans l'airbag. Première tentative, le KO. Donc bon, ça annonce la couleur, mais je vous rassure, après ça, il fera plus d'une trentaine d'essais par jour et tout se passera bien. Il maîtrisera la réception et le choc. Vendredi 28 mai, en fin d'après-midi, il décide de faire sa dernière tentative d'entraînement avant le jour J. Sauf que ça va pas se passer comme prévu. Il saute, atterrit un peu trop loin et tombe sur son ligament du genou. Donc pour le dernier saut, il se fait mal et il compromet peut-être 2 ans de travail. Le lendemain, il se réveille, il a très mal au genou. Il a passé la nuit dernière avec un ami à lui qui a ramené un kiné et qui lui a dit que c'était pas cassé. Donc ça peut le faire. Je sais pas si vous imaginez la pression qu'il a, les sponsors, la télé, le public, tout ça, il doit absolument sauter. Donc malgré sa douleur, il se sent capable, il va faire le saut de la Tour Eiffel. Il n'a pas fait tout ça pour rien. Et c'est le jour J, 18h, le 29 mai 2010. Il monte sur la Tour Eiffel, se met sur la nacelle de départ, il communique avec le public pour faire évacuer la pression. Le moment fatidique, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. C'est la première fois qu'il va effectuer le saut en partant de 12 mètres de haut. Il saute un peu plus loin et malheureusement, il n'arrivera pas à garder l'équilibre, donc il va tomber. Après tout ce qu'il vient de vivre, il peut pas rester sur un échec. Sa famille, ses amis lui disent c'est bon, c'est validé, t'as passé la ligne. Pour le Guinness des records, il devait passer la ligne en roulant. Chose qu'il a faite. Mais son esprit de rider voulait plaquer et rester sur ses rollers. Alors il remonte et c'est parti pour une deuxième tentative. Il s'élance dans le vide total, 12 mètres, 3 secondes de chute libre pour atterrir dans la plus grande méga rampe du monde et cette fois-ci, c'est la bonne. Il roule et se laisse tomber pour arriver sur l'airbag en toute sécurité. Enfin, après tous ces efforts, le meilleur moment de sa vie vient de se passer. Maintenant la question c'est est-ce que cet événement a été un succès? Il a dépensé des milliers d'euros, du temps, mais énormément de temps. Il y a des marques qui l'ont suivi. Est-ce que ça a marché? La réponse c'est oui. C'est pas que ça a marché, c'est que ça a surperformé. W9 était en direct, en train de retransmettre en
live le saut, ils ont fait leur record d'audience, 1 100 000 personnes en direct. Ça a été diffusé sur plus de 160 pays et il y avait plus de 100 000 personnes au moment du saut. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je trouve ça magnifique parce que c'est une des seules fois où le roller aura pu briller à ce point-là aux yeux du grand public. Et c'est ainsi que Taïk rentre dans le Guinness record du saut dans le vide en roller. Grâce à cet événement, il va remporter pas mal de prix. Il va remporter le prix de la stratégie du sport, le grand prix de stratégie de communication et le prix spécial du jury en 2011. Et c'est pas fini, on va pas s'arrêter là. Il continue sa quête d'aventure et de médias en participant à Pékin Express en 2011 et il va faire un deuxième événement du M6 Mobile Mega Jump. Et cette fois-ci, en référence au premier saut qu'il voulait réaliser, ça se passera au Sacré-Cœur où il va faire le record du monde du saut le plus long en roller qui est de 30 mètres et il va terminer sur la pelouse du manège. Ça lui aura pris énormément de temps pour avoir de nouveau les autorisations, mais cette fois pour les sponsors il a pu reprendre les mêmes, donc moins de problèmes de budget. Cet événement a aussi beaucoup marché, on va quand même pas se mentir, quand tu vois un mec qui fait un salto avant sur 30 mètres et qui atterrit sur ses patins, c'est pas rien. Par la suite Taïk Riz, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer sa boîte d'événementiel, il va peu à peu se retirer du monde du roller pour profiter de sa vie à plein temps. Et à travers ces événements, ce qu'il voulait montrer en fait, c'est que c'était pas que les sports comme le skate, la moto, le BMX qui peuvent réaliser des choses folles. Le roller lui aussi avait sa place dans les sports extrêmes. La morale qu'il a voulu faire passer à travers tous ces événements, c'est que quand t'as un rêve, tu travailles à fond, tout est possible. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je suis Missito, je fais des vidéos sur les sports extrêmes. N'hésite pas à t'abonner si tu veux d'autres vidéos de ce type. Si t'as des sujets de vidéos que tu voudrais peut-être que je fasse, dis-le en commentaire, donne-moi ton avis. On se retrouve mercredi prochain à 18 h pour une prochaine vidéo. Peace.